Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour un nouveau menu crowdfunding après 2 semaines très conséquentes avec des menus vraiment très chargés, très riches, très caloriques également. Eh bien, on s'oriente cette semaine vers un menu beaucoup plus menu, justement, hein, l'adjectif cette fois-ci pour le coup, un menu très léger. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne me l'explique pas. Après 2 semaines aussi intenses, qu'est-ce qui fait que cette semaine il n'y a quasiment rien à se mettre sous la dent? Je ne saurais pas vous le dire, mais sachez que là, on est parti sur un menu assez court pour le coup, hein, donc il n'y a pas à tergiverser, hein, voilà. On va aller droit au but pour un menu de moins de 40 minutes à mon avis. Du coup, sans plus tarder, on est parti tout de suite. Avec comme d'habitude d'abord bien sûr le petit point sur la chaîne. Ouh, j'ai zappé, la voici la chaîne. 2270 abonnés et quelques pour l'instant, et je fais juste le petit point parce que cette semaine on a donc posté un nouveau patron d'édition. J'avais oublié de faire la mise à jour, voilà c'est ça. Le patron d'édition de octobre 2023 est en ligne alors qu'on est le 4 novembre, on a été hyper rapide. Enfin, je devrais même dire Xavier a été très rapide. Xavier a fait le montage très rapidement. Donc voilà, pour une fois, on n'est pas en retard. On a un bon patron d'édition octobre qui est posté 2-3 jours après, à peine après le début du mois. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, le sondage de la semaine, vous l'avez déjà peut-être entreaperçu tout à l'heure. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et en plus de ça, le vainqueur très haut la main. C'est le fameux champ de tulipes, hein. Rien pour moi cette semaine, mais voici un joli champ de tulipes, et je suis bien d'accord, j'ai voté moi-même pour ce joli champ de tulipes qui est là semaine après semaine, parce qu'il faut bien le dire, hein, cette semaine il n'y avait pas grand chose vraiment d'attrayant, d'appétissant. Cargo Empire, visuellement c'est pas vilain, bon le jeu en lui-même est plus sobre, vous allez le voir. Pour le reste, il y a quelques petits projets par-ci par-là, mais vraiment rien de très impressionnant, même si j'en ai raté un ou deux, tels que Nova Aetas Renaissance de Ludus Magnus, qui fait un petit retour sur GameFound, mais qui passe presque inaperçu en réalité. Il y avait aussi So the Jigsaw Trials, donc de la série de films du même nom, hein, éponyme, mais qui pour l'instant fait pas non plus, enfin ça attire pas les foules clairement, ne serait-ce que la campagne est à moins de 1500 contributeurs si je me souviens bien au moment où je vous parle, et vous étiez seulement 4 à avoir voté pour lui, donc effectivement c'est un petit flop pour l'instant. Quoi qu'il en soit, je vous le dis tout de go, cette semaine, pas de dessert, donc n'hésitez pas à vous prendre quelques petits chocolats, je sais pas, un petit morceau de sucre pour les diabétiques, parce que là, vraiment, vous allez être en manque de, comment dirais-je, de glucose, on va dire, voilà. Sans plus tarder, on est parti. Le premier projet de la semaine, il s'agit de Apothecary Plague Doctors de First Games, et c'est sur GameFound pour l'instant, avec seulement 60 contributeurs. On est quand même assez loin du seuil de financement, même si ce dernier était assez léger. On est à 74% de seuil de financement. Bon, en une semaine, sur GameFound qui plus est, je pense que ça devrait pouvoir se faire, mais très honnêtement, quand vous faites une campagne pour un jeu, une première impression qui plus est, et que vous faites en réalité moins de 500, moins de 600, c'est déjà un échec assez conséquent, financièrement parlant. Donc bon, je sais pas s'ils iront au bout, si c'est le cas, tant mieux pour eux, tant mieux pour ceux qui l'auront backé également, mais ce petit jeu de, de gestion de ressources n'a pas attiré grand monde, alors que pourtant, les docteurs de la peste, généralement c'est un thème qui attire pas mal. D'ailleurs, on avait vu l'année dernière un jeu justement de Arcona Games, si mes souvenirs sont bons, intitulé Pest, qui a une très belle DA et qui avait plutôt pas mal attiré de monde pour le coup. Là, c'est pas vraiment le cas pour Apothecary. C'est pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes, donc c'est relativement court. Malheureusement, vous allez voir aussi, bon, c'est moche comme un chiotte un lendemain de curry indien, hein, disons-le tout de go. C'est pas très joli, ça a un côté très amateur. Je suis pas fan, mais ceci dit, ça peut être un jeu tout à fait sympatoche, mais c'est vrai que là, bon, sur Kickstarter, sur GameFound, quand vous posez un jeu qui visuellement est pas attrayant, vous tirez une rafale au niveau de la jugulaire, hein, plus ou moins. Donc faut arrêter. Voilà pour Apothecary Plague Doctors sur GameFound actuellement. Plus joli, mais pas spécialement couronné de succès pour autant, Riverbed Hunt, qui est le premier projet, je crois, de Odd Statue Games, oui c'est bien ça, qui nous vient de Grèce. Et donc, Riverbed Hunt, c'est un petit jeu pour 4 à 9 personnes, qui est un jeu assez léger, assez familial de stratégie et de déduction, qui vous propose des parties de 20 à 45 minutes. Actuellement, on est à 205 contributeurs sur le projet,
qui est financé depuis peu, 12 jours avant la fin de la campagne. Au moins la DA est pas vilaine, elle est pas extraordinaire mais elle est pas vilaine, et donc vous devrez plonger dans les fins fonds de cette rivière pour aller en retirer les trésors, le tout pour un prix relativement abordable de 26 € pour l'édition Kickstarter. Donc c'est pas très cher, avec un matériel qui est pas extraordinairement, extraordinairement riche, pardon, mais qui est pas vilain pour autant. Voilà, c'est pas... Après vous pourrez aussi prendre un Chief, c'est le pledge supplémentaire pour une édition un petit peu upgradée par exemple, mais bon, il n'y a pas non plus... il n'y a pas grand chose à en dire de plus pour ce Riverbed Hunt, pardon, qui s'en sort pas trop mal pour une première campagne de l'éditeur. Mais bon, est-ce que ça restera gravé dans les souvenirs de tout bon fan de Kickstarter? J'en doute un petit peu. Alors attention, cette semaine, on a beaucoup de projets qui se prennent des mandales en termes de nombre de backers. En voici un avec Europe in Turmoil 2, apparemment c'est le deuxième épisode de cette série, le 69e projet de Compass Games, c'est quand même pas rien. C'est ici un jeu pour 2 joueurs exclusivement, hein, donc en duel, pour 14 ans et plus, une complexité médium on va dire, et c'est quand même pour des parties relativement longues, vous le voyez, avec des parties de 3 à 4 heures, donc oui c'est long. Attention pour ceux qui apprécient les jeux un peu plus courts, un peu plus rentre-dedans, assez directs, c'est clairement pas le cas. On est sur des jeux assez longs et visuellement, encore une fois, ça casse pas 3 pattes à un ornithorynque du Québec. Oui, très 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 rare cette espèce, très 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 rare. Voilà, pour le reste, c'est historique, donc pour tous ceux que ça pourrait intéresser, l'époque, c'est le début du XXe siècle, mais si mes souvenirs sont bons, genre 1920, quelque chose comme ça. J'avais eu ça tout à l'heure, voilà, 1920-1939. Ça pourrait éventuellement intéresser les plus férus d'histoire quasiment contemporaine, enfin moderne on va dire, mais au-delà de ça, bon c'est pas non plus flamboyant, en tout cas visuellement parlant. Juste par curiosité, Compass Games, ouais d'accord, c'est toujours des trucs un petit peu moches, hein, voilà. 79, 140, 145, 480, un petit miracle avec Silent War 2.0, mais en gros c'est assez minime en règle générale. Il y avait bien Burning Banners qui a fait quand même près de 1000 contributeurs à l'époque, mais c'est généralement un éditeur qui fait pas des gros scores. Voilà donc pour Europe in Turmoil 2. On enchaîne tout de suite avec un jeu qui pour le coup a une DA assez soignée, assez particulière certes mais assez soignée. Il s'agit de Demoniac The Possessive Card Game, c'est un petit jeu de cartes pour 2 à 4 joueurs qui pour l'instant a attiré près de 200 contributeurs 17 jours avant la fin de la campagne, et c'est le premier projet de Steven Tartic qui nous vient de New York aux États-Unis. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour 13 ans et plus, pour des parties de 20 à 45 minutes dans lesquelles vous allez bien jouer, comment dirais-je, une sorte de démon qui va prendre possession de certaines personnes un petit peu façon l'exorciste. Et d'ailleurs, il y aura aussi un exorciste qui viendra vous mettre des bâtons dans les roues, et pas que dans les roues, hein, parce qu'on est quand même dans l'exorciste, et vous aurez donc à cœur de lui en faire voir de toutes les couleurs, bien entendu. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Demoniac. C'est pas spécialement très attirant selon moi, enfin selon mes goûts en tout cas, ce qui est purement subjectif, mais au moins la DA est pas vilaine, c'est déjà ça. 200 contributeurs, c'est financé, c'est déjà ça. Changement total d'ambiance, on est cette fois-ci sur un petit print and play à 5 $, il s'agit de Beards and Booty, pour 1 à 4 joueurs, 8 ans et plus, donc très accessible, très familial, pour des parties très courtes en plus, de 15 minutes et plus on va dire, en gros, hein, 15-20 minutes la partie, ça dépendra peut-être aussi du nombre de joueurs autour de la table. Mais vous le voyez, hein, c'est quand même très accessible, très abordable, aussi bien en termes de complexité que de prix. Pour l'instant, 241 contributeurs sont suffisamment curieux pour s'être jetés sur la campagne qui est financée depuis belle lurette, puisque le seuil de financement était à 94 €, ce qui est un seuil de financement un peu ridicule, mais les print and play, ça va, ça passe. 17 jours avant la fin de la campagne, c'est le deuxième projet de No Box Games. Alors juste par curiosité, le nom me dit vaguement quelque chose, donc on va aller checker la première campagne. Oui, c'est vrai. Spies, on l'avait traité sur le menu crowdfunding il y a quoi, un an, un peu moins d'un an peut-être. C'était aussi un print and play, il avait fait un très beau résultat avec 2120 contributeurs à l'époque. Et bah pour le coup, on n'ira certainement pas chercher un résultat aussi conséquent que pour Spies, parce que même si le jeu est financé très largement, 241 contributeurs à la fin de la première semaine, c'est plutôt un truc qui va s'orienter vers du difficilement 1000, peut-être 800 contributeurs d'ici la fin de la campagne à mon avis.
Bon, c'est vrai que contrairement à Spies, on est sur une thématique beaucoup plus courante, beaucoup plus vue et revue, qui est la thématique des pirates, avec différents capitaines qui auront chacun leur propre spécificité. Pour le reste, on reste bien évidemment sur un petit run and write des familles, avec version en couleur ou en noir et blanc pour ceux qui voudraient être un peu plus écolo que les autres. Mais pour le reste, bon, relativement classique. Les run and write, on connaît, il y a quelques petits twists par-ci par-là, mais généralement, ça reste plus ou moins le même genre de jeu, bien évidemment. Là, je pourrais me tromper, je ne me suis pas plongé suffisamment en détail dans la campagne de Beards and Bootsy, mais en tout cas, la DA est plutôt pas vilaine et ça coûte quasiment rien, donc vous ne prenez pas de risque. Si vous êtes amateur de print and play ou de run and write ou des deux, ça pourrait être un jeu sympa. Voilà pour Beards and Bootsy, 240 contributeurs, 17 jours avant la fin de la campagne. Les amateurs de deck building se réjouiront peut-être de l'apparition de Partisans sur Kickstarter, mais en même temps, ils verront très rapidement qu'on est actuellement à 44 contributeurs. C'est une grosse baffe pour Earthformer Games, dont c'est le premier projet. Et ce premier projet, pour l'instant, il attire pas grand monde. Ceci dit, bon, vous le voyez, c'est financé. L'objectif de financement était assez bas, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour 15 ans et plus, pour 2 joueurs, avec un mode solo ceci dit, c'est un petit deck building qui sort assez facilement, puisque vous le voyez, c'est pour des parties de 10 à 30 minutes, donc relativement court, et pour un tarif assez modéré, puisque vous voyez, c'est à 21 € le deck building. Avec donc sa masse de cartes, bien évidemment, comme vous vous en doutez. Après, ceci dit, vous avez vu, c'est des parties relativement courtes, 10 minutes, une demi-heure maximum. Donc on est sur un jeu qui se veut relativement accessible et pas trop riche non plus en termes de quantité de cartes. Bon, au-delà de ça, il y a aussi cet aspect assez amateur du visuel. On est quand même sur un jeu assez épuré, pour dire les choses assez poliment. C'est quand même pas Jojo. C'est pas dégueulasse non plus, mais c'est pas flamboyant, quoi, clairement. Voilà donc pour Partisans. Si vous êtes amateur de deck building et que l'anglais ne vous dérange pas, ça peut être intéressant, surtout si vous êtes plutôt dans une configuration à 2 joueurs généralement, parce que c'est le cas clairement, solo ou 2 joueurs, et c'est marre. On continue avec un dungeon crawler teinté de métal, de musique métal pour le coup. Donc là, ça pourrait m'attirer parce que je suis amateur de métal, moins de dungeon crawler ceci dit. Mais Book of Skulls, Slayers of Aragoth, au moins offre une DA quand même pas vilaine, c'est pas époustouflant mais c'est pas vilain. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour 1 à 2 heures par partie, on va dire par map que vous allez parcourir. Et c'est pour du 14 ans et plus. Pour l'instant, on est loin d'avoir financé, on n'est même pas à la moitié du seuil de financement. Moins de 100 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne, ça n'augure rien de très bon pour Cloud Runner Games, dont c'est le deuxième projet sur Kickstarter pour le petit éditeur anglais. Voilà, donc pour le reste, si vous êtes amateur de Dungeon Crawl et que vous aimez aussi le métal, ma foi, pourquoi pas, mais vous le voyez, clairement, c'est pas très joli non plus, encore une fois. On est sur la semaine des projets très amateurs, clairement. Bon, après il y a pire que celui-ci, clairement, visuellement, mais quand même, je suis pas très fan de la proposition en termes de DA, même si le truc un peu métal, justement, peut attirer, mais là, on joue vraiment sur les stéréotypes du métal à fond de la caisse, et du coup, ça m'attire moyen bof. Voilà donc pour Book of Skulls, Slayers of Aragoth. Encore un jeu pas financé, encore un jeu avec moins de 100 contributeurs à la fin de la première semaine de campagne. Il s'agit cette fois de Grave Trigger qui lui aussi s'offre un logo de jeu un petit peu orienté métal pour le coup. C'est la semaine qui veut ça, je ne sais pas. 8779 €, on est sur un projet qui nécessite 56 000, donc autant vous dire que c'est déjà râpé. Je pense qu'il y a très peu de chances de voir Grave Trigger financé d'ici la fin de la campagne. Bon, pour le reste, c'est un jeu qui proposait des miniatures dans tous les sens, qui proposait aussi un système de combat qui n'était pas forcément plus intéressant ou moins intéressant que les autres. Il appartient à une catégorie de jeu dans laquelle il est difficile de mettre un pied quand on n'a aucun nom derrière soi. Pour le coup, au moins il bénéficie de certaines minis qui n'ont pas l'air trop vilaines, même si ça manque assez méchamment de détails, soyons honnêtes. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes un petit peu connaisseur des jeux de figurines, des escarmouches de combat, etc. C'est pas mon cas, donc je préfère pas rentrer trop dans les détails. Mais en tout cas, le deuxième projet de Cardboard Dynamo se porte pas super bien pour l'instant. 53 contributeurs seulement, 8780 € d'engrangés, ça risque de mordre la poussière assez rapidement. Quand trop de mignons tue le mignon, il y a Mirage sur Kickstarter, avec des petits chatons, avec des licornes, bref, avec des animaux mignons. C'est pour 5 ans et plus, donc c'est très abordable. C'est pour 2 à 6 joueurs pour des parties de 20 minutes seulement, et ça n'a attiré que 60 contributeurs pour l'instant. On est à environ 1/5 du seuil de financement. Je sais pas si ça pourrait réussir ou pas, mais en tout cas ce petit projet espagnol qui nous vient de Moon Games
risque clairement de faire un gros flop. En tout cas, c'est vers ce vers quoi on s'oriente pour l'instant. Il faut dire que c'est pas diaboliquement joli non plus, c'est très très foutraque en plus, comme vous pouvez le voir ici. Mais bon, c'est un petit jeu relativement familial, accessible, etc. Donc ça pourrait tout à fait séduire les plus petits d'entre nous, ma foi. Pourquoi pas? Il faut aussi savoir garder une certaine distance par rapport à nos goûts habituels et se dire que peut-être pour les enfants, pour lesquels le jeu est plutôt destiné, ça pourrait être un truc assez fun. Je ne sais pas en réalité. Mais en tout cas, pour moi, Mirage, bah non, ça ne fait pas illusion pour le coup. Ça sent un peu le sapin. Encore un jeu de cartes, décidément il y en a un paquet aujourd'hui, celui-ci s'intitule Innkeeper et c'est pour 2 à 4 joueurs, c'est un jeu qui vient de sortir sur Kickstarter je crois hier, donc on vient à peine de commencer la campagne. Pour l'instant 56 contributeurs seulement et 4000 € d'engrangés sur 12 000 nécessaires, ça semble compliqué, mais en même temps comme je vous l'ai dit, ils viennent de lancer la campagne hier, donc ça veut pas forcément dire grand chose si on compare à ce que je dis habituellement, du genre si on est à moins de 70% à la fin de la première semaine, c'est que généralement ça sent pas très bon pour la campagne. Là, ils se sont lancés hier, donc il y a encore un petit peu le bénéfice du doute. Mais bon, on est encore sur un jeu très orienté amateur, hein, vous le voyez. Visuellement, ça envoie pas du bois. Hein, c'est pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 30 à 60 minutes. C'est un petit jeu de gestion de main, un petit peu de gestion de ressources également, de Take That bien évidemment aussi. Bon, visuellement, c'est pas très attrayant, soyons honnêtes. Mais bon, au-delà de ça, je pense que c'est vraiment le petit projet Kickstarter qui fait plaisir à voir aussi, parce que c'est un petit peu pour cela aussi que Kickstarter existe, à l'origine tout du moins. Mais bon, là c'est vrai que moi, clairement, Innkeeper, je vais pas me ruer dessus pour être tout à fait honnête. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, si la direction artistique vous fait vibrer un petit peu la corde sensible comment dirais-je, de la nostalgie des projets, des premiers jours de Kickstarter, où on se lançait un petit peu avec un truc qu'on avait dessiné sur un coin de table, je ne sais pas. Vous me direz, pour Innkeeper, pour l'instant en tout cas 56 contributeurs, 29 jours avant la fin de la campagne, et c'était la dernière entrée de la semaine. On s'oriente donc vers les plats principaux, et j'espère que vous les dégusterez avec plaisir, parce qu'il n'y aura simplement pas de dessert cette semaine, donc ce sera court, on y va. Le premier projet des plats principaux de la semaine, il s'agit de Nova Aetas Renaissance The Last Chance, qui nous vient de Ludus Magnus Studio, le studio italien assez renommé, hein, qui nous a offert pas mal de jeux assez célèbres et qui ont plutôt bien marché, même si c'est vrai que depuis 2-3 ans, Ludus Magnus commence à pédaler un petit peu dans la semoule, mais vous le connaissez notamment aussi pour DEI, DVD et Impera, qui lui pour le coup avait plutôt très bien marché, mais sinon c'est vrai que depuis quelques semaines, pas du tout, depuis quelques années, ça fait un peu moins bien qu'avant quand même Ludus Magnus Studio. Mais bon, quoi qu'il en soit, Nova Aetas Renaissance avait déjà connu une sortie par le passé, hein, si je me souviens bien, sur Kickstarter. D'ailleurs, ils nous le disent ici, hein, 10 000 copies vendues de par le monde jusqu'à aujourd'hui. Et pour l'instant, cette nouvelle campagne sur GameFound, eh ben, ça fait pas non plus un gros résultat, hein, clairement. On est à 207 contributeurs seulement, entre guillemets, et 60 000 € d'engrangés, ce qui n'est pas énorme du tout pour un jeu qui est déjà dans le commerce, qui a connu un succès assez raisonnable lors de sa première campagne, qui en plus est l'œuvre d'un studio assez reconnu maintenant dans le monde du socio-financement de jeux de société. Et pourtant, 207 contributeurs, c'est pas génial, hein. Mais bon, il reste encore 12 jours. Il y a moyen d'aller chercher peut-être les 500 grand max, mais quand même, je m'attendais à ce que le projet soit bien mieux accueilli que ce qu'il n'est dans la réalité, on va dire. Ceci dit, notez que la VF sera disponible en PDF. C'est pas une full VF, c'est une VF uniquement en PDF. Donc vous aurez droit aux règles du jeu, notamment grâce à l'éditeur qui vous le propose ici. Mais pas de version physique en VF apparemment. C'est pour 1 à 6 joueurs, c'est donc un dungeon crawler qui se veut être un petit peu atypique et jouable en solo, avec une campagne narrative bien évidemment, et des heures et des heures et des heures de jeu, et puis bien sûr du kilo plastoc que vous pouvez déjà entreapercevoir ici. Donc on est certainement sur du bon matos, parce que généralement c'est plutôt le cas avec Ludus Magnus, avec un dungeon crawler qui se veut être assez atypique, avec du beau matos, comme je l'ai dit tout à l'heure, du character building, comme souvent c'est le cas pour les jeux en campagne de ce genre, avec des beaux éléments de décor pour ceux qui prendront en tout cas le niveau de pledge suffisant pour y accéder. Bon, en tout cas, ça a l'air sympa. Sur le papier, j'ai envie de dire pourquoi pas. Les dungeon crawlers, c'est typiquement pas le type de jeu vers lesquels je m'oriente.
surtout quand c'est en campagne, parce que bon, on a quand même très peu d'opportunités de sortie des jeux sur le long cours. On le fait parfois, mais généralement ça nous prend 1 an pour le terminer parce qu'on se focalise dessus et on ne joue pas à d'autres jeux narratifs dans l'intermède, et pourtant ça nous prend 1 an. Donc bon, c'est clairement pas pour notre groupe de joueurs. Quoi qu'il en soit, on va aller voir rapidement les différents niveaux de pledge. Petit rappel sur la VF qui sera disponible en PDF exclusivement, mais sachez de toute façon que les composants du jeu eux-mêmes sont language independent, comme on dit, donc il n'y aura pas de texte sur le matos. Alors, les niveaux pledge, on a ici Europe, donc destiné uniquement au public européen, à 299 € au lieu de 389 apparemment en prix boutique, avec la TVA déjà incluse également. Apparemment, il sera en quantité limitée parce qu'on nous dit less than 90 remaining et il y a 117 pledges dessus, donc bon, je ne sais pas encore à quel niveau il se place en termes de disponibilité. Est-ce que le less than 90 remaining date du premier jour de la campagne? Est-ce que c'est déjà dépassé par les 117 qui sont ici? Je ne sais pas. Il faudra checker et être vigilant. Ensuite, bon, Asie, Océanie, Nouvelle-Zélande, ça ne devrait pas vous concerner a priori, j'ai l'impression. Et Amérique du Nord, donc 190. Donc on est clairement plutôt sur une campagne d'écoulement de stock. Donc c'est pas diaboliquement intéressant, sauf pour ceux qui s'intéressaient au jeu, mais qui avaient raté la campagne lors de leur première apparition sur Kickstarter à l'époque. Voilà, si vous l'avez raté et que le jeu vous intéresse, sachez qu'il est actuellement en cours de campagne sur GameFound, mais c'est clairement que de l'écoulement de stock, quoi, hein, ce qui n'est pas forcément de très bonne allure pour un éditeur tel que Ludus Magnus Studio de faire une campagne seulement juste pour vendre des copies restantes, ça fait un petit peu cheap. Ceci dit, je m'auto-corrige, hein, parce qu'il faut être de bonne foi. Les 207 contributeurs qui me semblaient très légers s'expliquent aussi par le fait qu'il y ait assez peu de copies en réalité mises en vente, puisque si on se contente de faire l'addition de ce qui semble rester disponible, à voir, ce sera 90, 120, 120, 310, donc finalement, bon, il y aurait 310 pledges que ce serait le maximum a priori. Donc bon. Voilà pour Nova Aetas Renaissance, The Last Chance, 207 contributeurs, 12 jours avant la fin de la campagne. Je passe très rapidement sur SoulForge Fusion en version digitale parce que le projet lui-même avait déjà été présenté sur le menu crowdfunding il y a plusieurs mois déjà, 2 fois d'ailleurs si mes souvenirs sont bons, une fois pour le jeu de base, une fois pour une extension si mes souvenirs sont bons, mais encore une fois je peux me tromper. Et donc là, ils sortent une version digitale pour que vous puissiez jouer directement sur le PC, peut-être même sur votre tablette ou sur votre smartphone, que sais-je encore. Mais ils nous sortent aussi The Last Winter, qui est un nouveau jeu pour le coup. 646 contributeurs pour l'instant, 50 000 € d'engrangés, 12 jours avant la fin de la campagne. On aura donc une option digitale pour SoulForge Fusion, qui reste un jeu pour 1 à 2 joueurs, pour 20 à 40 minutes la partie, et c'est pour du 13 ans et plus. Donc pour tous les amateurs du genre, sachez que maintenant vous pourrez y jouer sans avoir la version physique, et ça c'est plutôt cool. Pour rappel, c'est quand même l'œuvre de Justin Gary, un peu moins connu, et Richard Garfield, beaucoup plus connu, puisque c'est entre autres, parmi des nombreux autres titres très célèbres, l'auteur de Magic the Gathering, par exemple. Donc voilà, quand même gros nom derrière. Donc certainement une sorte de petit gage de qualité, même si je connais finalement assez peu le bonhomme. Et puis il y a aussi donc The Last Winter, nouveau jeu proposé par Stoneblade Entertainment, qui cette fois-ci vous propose une expérience de deck building un petit peu à la façon de SoulForge Fusion, si mes souvenirs sont bons quand j'ai checké la campagne de la dernière fois, et qui s'accompagnera certainement de nouveaux boosters, voilà, comme c'est le cas ici. Donc c'est encore une fois un jeu qui va venir s'enrichir au long cours, donc qui potentiellement va finir par coûter très cher après un certain temps, après avoir coûté assez peu cher au début pour lancer un petit peu la machine, on va dire. Donc un type d'approche dont je suis pas très fan. Les jeux collectionnés, c'est pas trop mon truc parce que ça coûte assez rapidement, assez cher. D'ailleurs, je fais une petite pause comme ça, juste histoire de... Vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure, mais derrière moi, ici, vous voyez Senjutsu qui vient de me parvenir, jeu que j'avais backé en 2020 et qui est enfin arrivé. Mais également derrière moi, ici, voilà, Trickerion qui est arrivé grâce à Xavier qui l'avait pris dans le Pledge Manager pour moi. Et puis surtout, notre cher camarade Nyx qui nous a fait parvenir le proto ici de The All King's Crown. Ça, on avait très hâte de le recevoir pour pouvoir le tester et vous proposer une vidéo de gameplay avant la fin de la campagne. On va essayer de le tester certainement mercredi la première fois. Et puis ensuite, on va essayer d'enchaîner peut-être 2-3 parties pour ensuite vous proposer une partie de gameplay. Je ne sais pas si on fera une review parce qu'il restera très peu de temps et qu'en plus on aura assez peu de parties dans les pattes.
Mais bon, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, Nyx, dans le colis de The All King's Crown, il nous a aussi fait un petit cadeau. C'est très très mignon de sa part. Donc il nous a offert à Xavier et à moi chacun un petit pins de Lorcana, donc de Disney Lorcana avec Mickey Mouse en pins. Voilà. En nous précisant bien que dans 5 ans, ça vaudrait 10 000 € pièce. Donc voilà, c'est sympatoche. Merci encore à toi Nyx pour le petit geste, c'est sympa. Ensuite, donc reprenons sur Soulforge Fusion, parce qu'en fait je parlais de jeux à collectionner, c'est pour ça que ça m'a fait penser à Lorcana, c'est pour ça que j'ai parlé de Nyx et de son petit colis. Quoi qu'il en soit, on continue, vous voyez qu'il y a pléthore de pledges potentiels à aller choisir pour ceux qui aimeraient beaucoup ce type de jeu, mais ça peut coûter rapidement très très cher en revanche. Je ne vais pas passer trop de temps dessus, vous voyez qu'il y a différents types de cartes que vous pourrez aller mêler les unes aux autres pour faire du deck building. Voilà, c'est relativement classique. Est-ce que Richard Garfield et son partenaire réussiront à nouveau à renouveler un petit peu l'expérience deck building après Soulforge Fusion, après toute la pléthore de deck building sortis jusqu'à maintenant avec The Last Winter? Bah, rien n'est moins sûr, mais il faudrait encore le tester pour en avoir le cœur net. 646 contributeurs, 12 jours avant la fin de la campagne. On est aux 2/3 du menu et ça y est, je vois enfin un projet qui me semble, très subjectivement, intéressant. Il s'agit de Moon Deluxe Reprint. Et oui, c'est une réimpression de Moon qui avait déjà fait son apparition sur Kickstarter il y a de ça, 2 ans, puisque je crois que la copie des joueurs, enfin des backers, elle leur est parvenue en début d'année si mes souvenirs sont bons. Mais Moon, vous voyez, c'était ici. À l'époque, la campagne de base avait fait 8200 contributeurs, ce qui est assez énorme. Et vous l'avez reconnu par la DA notamment, c'est par l'auteur de Villagers. Villagers qu'on a derrière moi dans la Calax également. Il faudra qu'on en fasse une petite review un jour ou l'autre parce que c'était aussi l'éditeur qui nous l'a envoyé gentiment. Donc il faudra qu'on fasse une petite review pour Villagers qui est, en tout cas sur les 4 parties qu'on a fait jusqu'à présent, était une très belle petite expérience. Donc à confirmer assez rapidement. D'ailleurs, Villagers avait connu une extension intitulée Shifting Seasons qui avait aussi fait un très beau score. Moon a fait un score un peu moins conséquent et pourtant il semble raffiner encore plus les mécanismes que l'on avait pu voir dans Villagers. Donc j'aurais très hâte de pouvoir le tester si un jour l'opportunité m'en donnait. Je ne suis pas suffisamment intéressé pour aller backer cette campagne de réimpression, mais c'est vrai que en tout cas c'est un jeu qui, si comme la réputation qui est la sienne semble vouloir le dire, peaufine encore un peu plus les mécanismes de Villagers que j'ai beaucoup apprécié jusqu'à présent. Donc, à vérifier. Donc pour l'instant, cette réimpression a attiré 1550 contributeurs 12 jours avant la fin de la campagne. Et on vous propose ici donc Moon avec une nouvelle impression avec un playmat pour ceux que ça pourrait intéresser. C'est toujours plus sympa en termes d'ergonomie. Mais également la deluxification avec les pièces en bois plutôt que le carton par exemple. Mais également tout un tas de composants qui sont améliorés par rapport à la version boutique. Pour le reste, on est sur un jeu de tableau building, de engine building également. Pour 1 à 5 joueurs, pour 14 ans et plus, pour 30 à 60 minutes la partie. Et donc par le même auteur et illustrateur que Villagers. Moon is really good. Donc The Dice Tower semble avoir été conquis par Moon, et j'avoue que s'il est aussi bon que Villagers, voire même meilleur, comme c'est ce qui est censé l'être, ma foi, j'aimerais bien quand même un jour pouvoir au moins mettre la main dessus. 52 € pour le pledge que vous voyez ici, avec les composants de Luxifié. C'est pas si cher que ça en réalité, d'autant plus que c'est un jeu qui comporte beaucoup de cartes, essentiellement des cartes, mais quelques petits tokens également, et on sait que les jeux qui comportent beaucoup de cartes sont généralement assez chers à produire, bizarrement. C'est pas le truc le plus intuitif, on imagine toujours des kilos plastiques, etc. Mais en fait, les jeux avec beaucoup de cartes, ça coûte aussi assez cher. Bon, après, ceci dit, Moon, on n'a pas non plus des milliers, hein. Il y en a 191, c'est pas non plus énormissime. Mais les petits composants en bois plutôt qu'en carton, etc., ouais, c'est plutôt cool. 52 €, c'est pas très cher. Faut voir après, bien sûr, les frais de port, parce que ça peut tout changer également. Mais avec un petit tapis de néoprène en plus à 23 € pour ceux qui voudraient le prendre, ça fait un jeu à 75-80 €. Bon, c'est vrai que ça monte assez rapidement quand même, hein. Le petit coin chest également, hein, enfin, il y a pas mal de petits coffres pour aller, comment dirais-je, y introduire les différentes ressources du jeu. Bon, c'est vrai que si on prend tout, ça peut finir par coûter assez cher au final quand même, soyons honnêtes. Les pledges, donc pour résumer, donc vous avez les coin chests, donc les 4 petits coffres pour aller y incorporer les ressources, le tout pour 20 livres. La Deluxe Edition en elle-même est à 45 livres. Si vous voulez le all-in en gros, hein, donc
je sais pas si je peux vous retrouver All the Things, ouais, voilà, 160 livres. Alors certes, il y a aussi l'extension Valkyrie, il y a aussi les sleeves, mais quand même ça commence à faire une sacrée somme pour un jeu relativement familial accessible. Bon, c'est quand même un petit peu cher. Après, il n'y a pas de VF, même si vous l'avez vu, il y a quand même assez peu de texte, mais quand même, si vous n'êtes pas trop ami avec la langue de Shakespeare, bon, il faudrait peut-être garder une certaine distance vis-à-vis du jeu. En attendant peut-être une VF, ça me semble être une série de jeux, Villagers et Moon, qui pourraient avoir droit à une VF assez facilement parce que c'est des jeux relativement convaincants. Enfin, en tout cas Villagers, j'ai pas testé Moon, mais il semblerait qu'il soit encore meilleur. Donc ça, à mon avis, des jeux qui ont leur place dans une belle petite collecte en VF. À voir. Voilà pour Moon et sa réimpression de version Deluxe avec actuellement 1550 contributeurs 12 jours avant la fin de la campagne. C'est un début assez moyen ceci dit. On enchaîne sur la petite campagne surprise de la semaine qui nous vient de Yeast Games, qui m'ont prévenu d'ailleurs il y a de ça une semaine de l'arrivée de cette campagne un petit peu surprise sur Kickstarter. C'est le Yeast Card Project, 6 jeux originaux en format carte postale. Bon, bien évidemment, vous vous doutez bien que ça coûtera quasiment rien, hein, c'est un peu l'intérêt de ce type de format, bien évidemment. Mais donc, ils vous proposeront plusieurs formats, dont certains s'enrichiront mois après mois de plusieurs épisodes, comme c'est le cas, je crois, c'était pour Mad Maxence, si mes souvenirs sont bons, peut-être qu'il y en aura d'autres dans le tas aussi, qui proposeront des choses assez similaires. Pour l'instant, l'éditeur français a été suivi par 100 contributeurs fidèles après les 5 autres projets de l'éditeur, dont un a peut-être eu 2 campagnes, à voir, parce que Bonnie and Clyde avait eu une deuxième campagne après un premier échec, mais à l'origine on les connaît surtout pour Which Side Are You On, ou encore avec Moonlight Brewer également. Donc souvent des résultats assez modérés, hein, 128, 220 contributeurs, puis 367, donc on augmente progressivement quand même campagne après campagne, on voit le nombre de backers augmenter, ce qui est toujours un bon signe. Est-ce que ce sera le cas encore une fois pour Yeast Card Project? Bon, que ce soit le cas ou non, ça restera à prendre avec des pincettes, c'est un projet assez atypique, très peu onéreux, avec vraiment une approche assez originale dans le matériel choisi, sélectionné et le format d'envoi aussi au backer. Donc à prendre avec des pincettes, mais ça peut être assez intéressant. Quoi qu'il en soit, à 15 jours de la fin de la campagne, le projet est d'ores et déjà financé. Vous avez ici une traduction française de la campagne dans son entièreté pour ceux qui, encore une fois, seraient pas très copains avec la langue de Shakespeare. Sachez que de toute façon, le jeu sera disponible en VF, en espagnol et en anglais également, donc vous ne serez pas lésés quoi qu'il arrive. Vous avez ici un exemple de ce à quoi ressembleront les 10 jeux, à savoir ici, c'était lequel d'ailleurs, c'était The Last Glow. Là, ça ressemble à ça, vous avez ici le jeu en fait en tant que tel sur l'une des faces de la carte postale, et puis de l'autre côté vous aurez bien simplement l'histoire du jeu en question, votre message, l'espace pour l'adresse, pour le timbre, etc. Bref, une carte postale qui est tout ce qui est de plus classique. Et aussi un petit QR code pour accéder aux règles du jeu, ce qui est plutôt un plus, parce que sinon on ne peut pas jouer en fait. Voilà, ensuite, alors vous avez donc différents types de jeux. J'ai dit tout à l'heure Mad Maxence, qui sera un petit jeu solo pour 15 minutes, qui s'accompagnera de nouveaux épisodes par la suite, si mes souvenirs sont bons. On est sur un jeu post-apocalyptique, qui d'ailleurs a une direction artistique qui nous rappelle un petit peu justement celle de Bonnie and Clyde. Et donc voilà, on aura 6 épisodes au total apparemment. Ensuite vous avez The Last Glow avec une DA assez mignonne qui me fait penser un petit peu à une série de clips de Gorillaz à l'époque où on avait justement ces phares volants dans le ciel. Je sais pas si c'est volontaire ou non. Là encore une fois je ne sais pas si on aura d'autres épisodes par la suite, mais encore une fois on est sur un degré de complexité de 2 sur 5 comme pour le premier, avec du placement d'ouvriers et de déplacement sur une grille. Ensuite on a Which Side, donc directement inspiré de Which Side Are You On, donc leur premier jeu de grand portée, parce que avec Midnight Brewer, j'en ai entendu moins parler pour le coup, donc c'est plutôt par Which Side que moi je les connais. Un peu plus complexe, 3 sur 5, toujours en solo game pour 20 minutes, avec un aspect beaucoup plus, comment dirais-je, froid, mais volontairement froid pour le coup. Je sais pas dans quelle mesure ils auront réussi à répliquer un petit peu l'ambiance de Which Side Are You On avec cette nouvelle campagne de Which Side en format beaucoup plus réduit, on verra bien. On a aussi Way of the Shotgun, 2 sur 5 en complexité, 15 minutes toujours en solo game, avec une DA pas vilaine, un petit peu japonisante pour le coup.
Et puis finalement, non pas finalement, c'est l'avant-dernier, Duo Postcard Games, on a Protocol G117, 2 sur 5 en complexité, 15 minutes, avec une apparence beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus même futuriste on pourrait dire, qui a pas l'air vilaine, avec on a l'impression du 2 joueurs je pense, hein. Ouais, c'est du 2 joueurs, en duel j'imagine, avec une sélection d'actions peut-être. Et puis finalement Toro Ball, un peu plus accessible, on est sur un 1.5 en complexité, visuellement ça c'est pas très joli, soyons honnêtes pour celui-ci, autant les autres je trouve ça plutôt classe, autant Toro Ball je suis moins fan de la DA pour le coup, mais on est sur un petit jeu de sport visiblement, donc ça fait le job malgré tout. Et donc c'est du 10 minutes par partie cette fois-ci. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Vous avez un petit aperçu du gameplay de chacun des 6 projets. Et vous avez ici les pledges à 8, 11, 15 et 18 euros en fonction de ce que vous allez choisir. Par exemple ici, à 8 euros, vous aurez le pledge Postman 2.0 avec les 6 cartes postales du Yeast Card Project en PDF, mais pas en version physique. Ensuite, vous avez le Shy Postman avec 3 postcards de Yeast Card Project en physique et en PDF. 15 euros, c'est pour avoir la collection complète en physique et en PDF, mais ce sera uniquement pour les 100 premiers backers. Et puis enfin, The Postman à 18 euros, vous aurez la collection complète du Yeast Card Project en physique et en PDF également. Alors qu'est-ce que ça change par rapport au Early Postman? C'est bien sûr le prix, parce qu'en réalité le reste ne change rien. Hein, c'est juste qu'il y a 3 euros de plus pour le Postman ici, une fois que les 100 backers auront été atteints. Donc une petite, comment dirais-je, une petite invitation à backer assez rapidement dans la campagne, quoi, en gros. Voilà, le tout pour bien sûr des frais de port très réduits, vous vous en doutez, de par la nature même du projet. Voilà pour le Yeast Card Project, 94 contributeurs, 15 jours avant la fin de la campagne. On reste en France pour Pocket Planet, autre projet français qui nous vient de Franck Druet, donc c'est le premier projet sur Kickstarter. Et donc il nous propose un jeu qui avait une direction artistique plutôt très soignée. J'aime beaucoup l'apparence, même si la thématique, comme vous le savez, moi les planètes lointaines, etc., c'est pas un truc qui m'attire outre mesure, mais visuellement le jeu envoie plutôt du pâté pour un premier projet, c'est quand même plutôt classe. Ça coûte très peu cher parce qu'on reste encore une fois sur, je pense, un print and play à vérifier. Bon, à 4 euros c'est assez rarement pas le cas. Et pour l'instant, on est à 163 contributeurs sur le jeu, 23 jours à la fin de la campagne, et en plus, on est sur une campagne pleine d'humour, parce qu'on voit ici Best Game, Best Solo Game, Best Gameplay, mais avec toujours des petits ajouts ici, Best Game, avec le nom Pocket et le nom Planet dans son titre. Voilà, donc en fait, pas du tout de prix, quoi, en gros. Hein. Best Solo Game, In the Andromeda Galaxy. Voilà. Ou Best Gameplay with 12 Tentacles, donc avec 12 tentacules. Voilà, enfin c'est les petits traits d'humour qui ne servent à rien mais qui sont toujours sympas dans une campagne. Quoi qu'il en soit, Pocket Planet sera disponible en français bien évidemment, hein, parce que c'est un projet français avant tout, mais pour le reste, vous le voyez, il s'agit d'un jeu de cartes qui aura certaines similarités avec Palm Island, avec Res Arcana ou avec What a Wonderful World, comme l'auteur lui-même semble le dire ici, avec donc un système de placement de cartes, avec également un système de rotation de la carte en fonction de l'évolution de la partie et des choix que vous aurez fait au préalable, un petit peu comme dans Palm Island pour le coup. Mais vraiment j'aime bien la DA, et puis en plus ça c'est vraiment très peu cher. Bon, évidemment c'est en PDF, donc bon, c'est un print and play, il faudra tout découper, tout imprimer, tout éventuellement plastifier si vous voulez conserver un petit peu plus longtemps, etc. Mais au demeurant, le jeu a l'air d'être plutôt sympatoche, j'aimerais bien le tester un jour, mais en version physique, et j'ai la flemme d'imprimer ça pour ensuite faire du découpage, etc. Mais ceci dit, sur le papier, je suis plutôt séduit par le projet. Et puis en plus, comme c'est un PDF, bien sûr, il n'y aura pas de frais de port, et ça aussi c'est plutôt cool, et ça veut dire aussi que théoriquement, la livraison se fera juste après la fin de la campagne, j'imagine. Voilà, novembre 2023, donc c'est juste après la fin de la campagne, vous recevrez directement votre pledge. Voilà donc pour Pocket Planet, un jeu de poche, en PDF qui plus est. Jetez-vous dessus si vous n'êtes pas trop, comment dirais-je, réfractaire au print and play, parce que celui-ci, ma foi, a l'air d'être plutôt sympa. 163 contributeurs, 23 jours avant la fin de la campagne pour Pocket Planet. On enchaîne avec la grosse licence de la semaine avec Saw the Jigsaw Trials, donc la fameuse licence cinématographique des Saw, donc les fameux films horrifiques on va dire, qui pour l'instant fait pas un gros succès hein, quand même. Ça nous vient de Iconic Studios, donc le studio anglais qui nous avait précédemment proposé They Live par 2 fois, hein, 2200 contributeurs ici et 3200 ici. C'était déjà d'ailleurs une licence, une IP
de ciné. Et donc ils reviennent avec à nouveau un film qui est détourné en jeu de société avec Saw, qui comportera un mode solo comme vous le voyez ici, mais pas de VF ceci dit. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, pour 18 ans et plus pour des raisons évidentes de thématique et d'aspect visuel, pour des parties de 30 minutes pour 2 joueurs, allant jusqu'à 90 minutes pour 6 joueurs, donc ça dépendra en gros du nombre de joueurs autour de la table. C'est un jeu dans lequel vous allez incarner une personne qui aura été, comment dire, justement, enfermée dans une des épreuves de Jigsaw, donc le fameux marionnettiste de la série de films, avec des pièges bien sûr mortels qui vous empêchent de sortir de la salle en bon état, bien évidemment. En fait, il faudra concevoir vous-même des pièges, résoudre ceux qui auront été apposés sur vous, etc., utilisant des outils, tout un tas de petits items susceptibles de pouvoir vous aider, tout en essayant de garder autant que faire se peut votre santé et les différentes parties de votre corps qui pourront potentiellement vous quitter selon la façon dont se tournent les choses, en fait, tout simplement. Donc vous aurez vous-même la création de tests pour vos adversaires, hein, vous pourrez apposer différentes cartes sur vos adversaires autour de la table, pour qu'ils soient encore plus dans la dèche, quoi, hein, pour qu'ils ne puissent vraiment pas s'en sortir, et vous devrez aussi réussir à vous en sortir vous aussi, bien évidemment, en utilisant donc les fameux items que j'ai mentionnés tout à l'heure, tels que des scies par exemple, et donc vous allez devoir faire des sacrifices, comme dans les films, j'en ai vu un sur les, je sais pas, 7, 8, 9, ils sont à combien, et donc parfois vous devrez vous couper un membre, ou en tout cas sévèrement vous blesser, pour pouvoir espérer vous en sortir, etc. Mais bien sûr, plus vous prenez de dégâts, plus vous êtes proche de la fin des fins. C'est plante à fin. Ça, une vraie réminiscence de publicité. Excusez-moi. Et donc, quoi qu'il en soit, on est donc sur un jeu qui, thématiquement, plaira peut-être aux amateurs de la série, mais au-delà de ça, je ne suis pas très convaincu par l'apport en termes de gameplay, et puis par l'aspect puzzle de votre personnage. Vous allez retirer des pièces pour en ajouter d'autres, signifiant qu'il n'a plus de bras, plus de jambes, ou qui sont cassés, etc. Je ne suis pas très convaincu pour le coup. L'édition standard de Saw the Jigsaw Trials est à 55$, et vous avez aussi une Collector's Edition à 80$ qui s'accompagne, j'imagine, de quelques éléments de gameplay supplémentaires, parce qu'on voit une deuxième boîte, à moins que ce ne soit uniquement comment dirais-je, de l'apparat, quoi, hein, du visuel, de la deluxification peut-être. On le voit ici avec la Collector's Edition, elle inclut quoi de plus? Eh bien, elle ajoute une main coupée. Voilà, donc bon, c'est un petit clin d'œil aux amateurs de la série, mais clairement aucun intérêt en termes de gameplay. Et puis par contre, on a aussi la Severed Hand Box qui simplement permettra d'incorporer la main. Et j'ai l'impression que ça n'a aucun autre intérêt. C'est un pur élément de fanservice pour tous ceux qui auraient apprécié la série de films, bien évidemment. Et puis il y aura aussi donc la fameuse slipcase, donc une sorte de couverture pour englober les deux boîtes en une seule, avec un artwork un petit peu particulier. Ok, bon, je suis pas très convaincu, même les cartes non plus, très honnêtement, je trouve que la DA, pour une licence aussi conséquente, est pas non plus flamboyante, hein, très clairement. C'est assez simpliste, ça ressemble même presque à de l'intelligence artificielle pour ce qui est des outils, etc. C'est très sobre. Bon, je suis pas fan du tout. Je suis pas très convaincu que ça marche si fort que ça, et d'ailleurs on le voit bien, hein, ce début de campagne avec, entre guillemets, seulement 1500 contributeurs pour une licence aussi connue que celle-ci. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a été hyper convaincu. Et pour les frais de port pour l'Union Européenne, ce serait 12 ou 15 livres pour vous a priori, 25-32 pour nos amis canadiens, et pour le reste du monde, ce sera à calculer dans le Pledge Manager, donc pour l'instant on n'en a aucune idée, mais fort heureusement, le jeu ne m'intéressait pas le moins du monde. Voilà pour Saw the Jigsaw Trials, 1500 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne, et déjà quand même 100 000 € d'engrangés, c'est pas ridicule. Après 3-4 jeux qui avaient connu de très beaux succès sur Kickstarter, eh bien Mark Dour nous revient, l'éditeur c'est Triceratops si je me souviens bien, et Wild Duo, cette nouvelle campagne, pour l'instant sans être un échec cuisant, hein, bien évidemment, c'est un peu plus difficile. Alors, on est actuellement à 430 contributeurs 26 jours avant la fin de la campagne, c'est loin d'être ridicule, on va certainement dépasser les 1000 avant la fin de la campagne sans aucun problème, mais c'est vrai que si on va checker l'historique du monsieur, on a d'abord Darwin's Choice qui avait fait 3284 à l'époque, on avait aussi Pachacuna qui avait fait 4500, puis on avait aussi Zoo Tycoon l'année dernière avec 5000,
Et là du coup, Wild Duo n'atteindra jamais les scores de The Tycoon, de Pachacona, ni même de Darwin's Choice, puisque avec actuellement 400 contributeurs, si on atteint les 1000, ce sera déjà pas si mal. Ceci dit, Wild Duo pourrait intéresser pas mal de joueurs dans le sens où il s'agit de 5 jeux et non pas un seul comme on pourrait le penser. Wild Duo c'est 5 jeux dans une seule boîte et ce sont 5 jeux pour 2 joueurs. Donc dans une seule même boîte, vous aurez 5 jeux qui seront plutôt orientés thématique animale, encore une fois, mais fondamentalement ce sont des jeux abstraits. Des jeux abstraits donc assez simples à prendre en main, comme bien des jeux abstraits, mais extrêmement difficiles à maîtriser. Clairement, si vous jouez pour la première fois face à quelqu'un qui a déjà joué 15 parties, bon, vous vous prendrez théoriquement, en tout cas, à moins d'être plutôt orienté vers ce type de jeu à l'origine, une raclée. Quoi qu'il en soit, Wild Duo ce sera language neutral, donc là encore une fois, si vous comprenez les règles ou que quelqu'un dans votre groupe est en mesure de vous expliquer les règles, vous n'avez pas de problème, il n'y a pas de texte sur le matos. C'est pour 2 joueurs, quoi qu'il soit le jeu, il y en aura 5, mais ils sont tous pour 2 joueurs, pour des parties d'environ 15 à 30 minutes, et ça se veut relativement accessible, puisque les règles elles-mêmes sont peu complexes, mais que c'est la profondeur des choix qui sont proposés durant ces jeux qui en feront toute la substantifique moelle, donc 7 ans et plus, ça reste abordable. Pour le reste, on est sur un jeu avec encore une fois une assez belle DA, avec du beau matos également, des très très jolis composants, même si, bon, après, pour le reste, ça reste très sobre, parce qu'on reste quand même malgré tout sur des jeux abstraits, et qui dit jeu abstrait dit généralement des petits plateaux assez simples, avec juste des formes géographiques, enfin pas géographiques, mais géométriques, pardon. Donc c'est pas vraiment ma cam, mais au moins, dans ce style de jeu-là, ils font quand même quelque chose qui dénote un petit peu, qui est quand même bien plus joli que ce qu'on a l'habitude de voir, donc c'est quand même un gros plus. Donc il y aura, juste pour explorer un poil plus en détail, Tusk Tactics, avec ici des éléphants apparemment de couleurs, puis vous vous démerdez pour prendre, j'imagine, possession d'un certain territoire, de prendre la majorité, de retourner peut-être certaines pièces adverses, je ne sais pas. Ensuite on a Berlin Bubbles, on a également Sealed Shores, on a ensuite Mannequin Mates, et puis Monkey Monarchs. Voilà pour les 5 jeux qui seront disponibles durant cette campagne grâce à Wild Duo. Donc dans la même boîte, je rappelle, les 5 jeux seront inclus directement dans la boîte de Wild Duo. Et vous aurez aussi en add-on une petite peluche d'éléphant qui ressemble à ceux présents sur la boîte et qui sont conçus directement en Zambie par un groupe de femmes qui font ça de manière artisanale. Donc c'est plutôt sympa aussi de ce point de vue-là. Sachez que la VF sera disponible en PDF, pas en version physique mais en PDF. Il y aura même du japonais d'ailleurs pour le coup. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Sachez que vous pouvez aussi tester les 5 jeux sur TTS pour ceux que ça pourrait intéresser. Et vous avez aussi des petites vidéos de Tracer, donc l'éditeur suisse, qui vous montre un petit peu comment marche chacun des 5 jeux qui seront présents dans votre boîte. Est-ce qu'on a d'ailleurs des vidéos en français? Oui, on a ici Martin de la zone Société des Jeux qui vous parle un petit peu de Wild Duo justement. Et puis, ma foi, pour les rewards, c'est quand même si c'est 36 € pour une copie, 63 si vous prenez la petite peluche. Donc oui, la petite peluche est assez chère, mais bon, artisanat, Zambie, bon, comprenez que ça peut faire monter le prix assez rapidement, malgré tout. Et puis pour le shipping, ça dépend bien évidemment de la zone dans laquelle vous êtes situé, mais disons qu'en Europe, ça va aller de 15 à 16 pour une copie, 22 à 24 si vous en prenez 2 par exemple, au Canada 18-25, et puis nous au Japon 18-25 également. Et ma foi, c'est tout pour Wild Duo, le nouveau projet de Tracer ou Triceratops, je ne sais jamais comment s'appelle cet éditeur, mais en tout cas, c'est Marc Dour, qui a donc quand même pas mal de projets qui ont connu de beaux succès derrière lui, donc a priori ça devrait, comment dirais-je, être financé sans trop de problèmes et être livré au backer. Il y a un gage de confiance derrière, je pense, de par son passif. Et donc Tracer, c'est bien le nom de l'éditeur, nous revient avec cette nouvelle campagne de Wild Duo, 5 jeux pour 2, mais 5 jeux abstraits, même s'il y a une thématique animalière et des mécanismes qui s'inspirent des 10 animaux. 430 contributeurs, 26 jours, j'allais dire 260 jours, 26 jours avant la fin de la campagne. Et cette semaine, on termine par Cargo Empire, le nouveau projet de Moyadeas Game Design, son 8e projet sur Kickstarter pour l'éditeur de Taipei, que vous connaissez peut-être pour certains projets qui nous ont présentés jusqu'à présent. Il y en a certains qui sont un peu plus oubliables que d'autres, très clairement, Etaria, on en avait parlé, c'était pas super intéressant. Par contre, il y avait eu Mini Express qui avait plutôt pas mal marché avec 1800 contributeurs à l'époque, puis Jengnan qui après un premier échec avait financé avec 1140 contributeurs, donc c'était pas non plus une mince affaire, et c'était quand même un beau jeu. Visuellement ça présentait plutôt pas mal et ça avait l'air plutôt sympa en termes de gameplay également. Bon, Etaria, on oublie.
Et donc Cargo Empire nous propose une nouvelle expérience. Comme son nom l'indique, il s'agit de transporter du cargo, on est sur de la logistique, du transport de fret, et pour l'instant ça n'a pas attiré tant de monde que ça. Je pensais qu'il ferait un meilleur départ que cela, avec seulement 275 contributeurs 33 jours avant la fin de la campagne. Ceci dit, c'est financé, et je pense qu'on ira chercher aux alentours de 800-900 contributeurs d'ici la fin de la campagne. On est ici sur les débuts d'une ère industrielle en Europe, et on va avoir une seule action dans le jeu. Oui, ça semble un peu étrange, mais apparemment c'est un jeu qui propose une certaine profondeur stratégique malgré tout et des choix cornéliens. Mais oui, il y a une action, l'action de transport. On va pendant 60 minutes que dure la partie, pour 1 à 5 joueurs, 5 joueurs autour de la table, on va simplement analyser les différentes ressources qui sont présentes sur la map, les différents moyens de les transporter d'un point A à un point B, et essayer de jauger quel est notre meilleur intérêt. Est-ce qu'on le transporte par bateau, par train, par camion ou je ne sais quoi encore, le plus efficacement possible pour construire son empire de transport de fret, quoi, en gros. Pour le reste, c'est relativement classique, il n'y a pas non plus de mécanisme révolutionnaire là-dedans. D'ailleurs, vous l'avez vu, quasiment qu'un seul, pour ainsi dire, même si j'exagère un tout petit peu quand même. Il y a un petit peu de gestion de main également. Mais ça a l'air d'être un jeu assez facile à prendre en main, mais qui semble malgré tout avoir une certaine profondeur stratégique. J'aime bien la DA de la boîte, mais comme je le disais en introduction, la DA de la boîte est très jolie. La DA du jeu en lui-même est beaucoup plus classique et n'a rien de très particulier. Ouais. Alors, les pledges, on a ici le pledge de base, le pledge Essential Edition à 40$. Ensuite, on a pour 10$ de plus le 5e joueur qui vient avec une extension, donc. Ensuite, on a la version Deluxe à 60$ qui vous permet d'avoir l'extension à 5 joueurs également, mais également du UV print sur les tuiles de cité. Donc ça c'est plutôt un petit ajout de deluxification, ça n'a pas une grande importance, mais c'est agréable malgré tout. On a aussi le pledge Logistic Expert qui s'accompagne cette fois-ci de 2 playmats en néoprène, pas un, mais 2, c'est bien ça, vous avez bien entendu, ainsi que de petits conteneurs également pour les ressources. Et puis finalement, le pledge de la mort qui tue, le Cargo Tycoon à 120$ pour s'accompagner en plus de pièces de métal. Et puis aussi un set de 5 petits pins en enamel qui ne sont pas non plus très importants en termes de gameplay, mais bon, c'est de la lexification, on prend le all-in pour ça aussi. Voilà, pour le reste, je passe assez rapidement sur le how to play, donc transport de fret avec différentes cartes que vous devrez utiliser pour choisir le transport que vous allez utiliser pour cette livraison, qui vous permettra ensuite de faire progresser votre faction, votre empire de cargo sur différentes pistes que vous aurez à cœur de garder à l'œil, puisqu'il faudra rester en tête autant que faire se peut pour engranger plus de points que les autres. Vous pouvez le tester sur TTS actuellement pour ceux qui voudraient se faire un petit peu la main avant de prendre une décision. Voici un petit peu le contenu de la boîte Essential. Vous voyez que c'est un jeu qui n'est pas extrêmement chargé en composants. Ça c'est plutôt pas une mauvaise chose en ma foi. Ensuite les pledges supplémentaires qui viennent ajouter l'extension pour aller jusqu'à 5 joueurs, les Deluxe qui va ajouter le UV print sur les petites tuiles qui sont peut-être même double épaisseur, à voir, à checker. Le Logistic qui s'accompagne donc des 2 pièces de néoprène ainsi que les inserts en bois pour les ressources, etc. Et puis le Cargo Tycoon avec la pièce de métal, les fameux petits pins, etc. Et puis ensuite, ma foi, on peut aller voir directement les frais de port. C'est ici que ça se passe. Canada 21, 22, 25, 31 en fonction du pledge que vous allez choisir. Europe, ça dépend de la zone qui vous concerne, mais a priori je dirais que France et Belgique doivent être dans la zone 1, voilà c'est ici. Luxembourg également, donc vous checkerez un peu votre zone, ça va de 20 à 34, voire 39, 53, ça dépend un petit peu du pays qui vous concerne. Pour le Japon, ce serait 19 à 32, donc on est dans une zone vraiment plutôt pas très onéreuse en termes de frais de port, ce qui est plutôt agréable. En même temps, c'est normal, ils viennent de Taipei. Et puis, ma foi, je crois que j'ai fait à peu près le tour de Cargo Empire. Du coup, ma foi, ça met fin à ce petit menu de la semaine, assez court comme vous aurez pu le constater, même si je pense que en début de vidéo j'avais dit 40 minutes, je pense que finalement ce sera plutôt autour de 1 heure, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas à ça près, ça reste un menu assez léger. Du coup, j'espère que vous aurez quand même pu en profiter malgré l'absence de projets véritablement hyper intéressants.
et encore, ça reste subjectif. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve très prochainement pour un prochain menu que j'espère un peu plus intéressant. D'ailleurs, celui de la semaine prochaine devrait être un peu mieux. Je vous rappelle que vous pouvez aller voter pour les sondages, enfin pour le sondage de la semaine, pour aller choisir les projets, les projets qui vous intéressent le plus pour la semaine suivante. Et puis également, restez aux aguets parce que normalement d'ici une semaine et demie, 2 semaines plutôt je pense, on aura aussi donc la fameuse vidéo de The All King's Crown qui arrivera sur la chaîne, au moins pour du gameplay, peut-être une review, mais ça reste sous réserve de suffisamment de parties. Et puis aussi je pense, mais ça sera un peu plus tard, qu'on essaiera de vous faire une vidéo un peu spéciale, peut-être pour Senjutsu, parce que bon, c'est le Japon, c'était une des premières vidéos aussi qui avait fait un peu un boost sur la chaîne, quand j'avais fait une interview des créateurs. On verra bien comment ça se passe. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches surtout, c'est le plus important, et à la prochaine.